Bonjour Gilles Clément, bienvenue au Musée d'Orsay. Bonjour. Vous êtes paysagiste, jardinier, enfin vous vous définissez avant tout comme jardinier, car, comme vous le dites, le paysagiste travaille aussi avec des éléments qui ne sont pas naturels, comme le béton, tandis que le jardinier travaille, lui, uniquement avec le vivant. On vous connaît aussi pour des écrits, des livres, des concepts que vous avez inventés, comme le jardin planétaire, le tiers paysage, le jardin en mouvement, et vous nous apprenez à prendre conscience de notre responsabilité en tant qu'humains sur ce qui nous entoure, que la Terre est un jardin, qu'il est nécessaire de la préserver. Et pour cela, il faut équilibrer les cultures et les espaces de friche. Il faut s'occuper des délaissés qui constituent un réservoir de biodiversité. Je pense que paradoxalement aussi, le musée peut aider à comprendre le vivant, aider à comprendre la nature, la diversité biologique, puisque ce musée du 19e siècle présente les œuvres d'artistes qui ont transformé leur propre regard sur le paysage à une époque d'industrialisation. Vous-même, je crois que vous habitez dans la vallée des peintres, dans la Creuse. Qu'est-ce que c'est que cette vallée des peintres ? Eh bien, c'est la vallée de ceux qui sont venus peindre le paysage. C'est ce que nous utilisons comme terme aujourd'hui. C'est, disons, la vallée de la Creuse, le relief, la diversité des couleurs, surtout en été et à l'automne. Il y a les couleurs rousses des fougères à l'automne. Et ces premiers peintres de ce paysage-là, on les a appelés des paysagistes. Et effectivement, les premiers paysagistes sont des peintres. Le métier de paysagiste est arrivé beaucoup plus tard, dans les années 40, de façon officielle. Dans les années 1940. Justement, cet artiste avait l'habitude de dire qu'il entendait la voix des arbres. C'est un artiste qui est très proche de la nature, très proche du vivant. Il décide de partir en Auvergne, puis finalement de s'installer, de s'enfoncer dans la forêt de Fontainebleau, où il va peindre inlassablement des éléments qui étaient considérés comme pas acceptables dans les traités de peinture de paysage de l'époque. Il le dit ainsi, tout ce qui fourmille dans la nature. Donc c'est vraiment le vivant, c'est ce qui grouille, il parle des petits lichens. Il comprend aussi, grâce aux scientifiques qu'il lit, que le lichen est aussi important qu'un chêne dans la nature, dans le vivant. Donc il y a vraiment une attention de cet artiste à la nature. Et on sent dans ce tableau qu'on cesse d'avoir un rapport anthropocentré au vivant et que dans ces paysages, au contraire, l'artiste cherche à nous mettre vraiment directement au cœur de la nature. D'ailleurs, ces personnages sont souvent tout petits, pour encore plus accentuer le côté immersif, en fait, dans la nature et dans ces tableaux. Oui, vraiment, c'est un tableau qui est en l'honneur d'une diversité qui existe avec beaucoup de qualité, encore aujourd'hui un peu, à l'orée, c'est-à-dire à la limite de la lumière et de l'ombre, qui ici traverse la forêt. Et donc il y a à la fois une avenue, quelque chose qui est une perspective, où autrefois on les traçait de façon régulière et un peu géométrique pour avoir des vues sur les gibiers qui passent, c'était des territoires de chasse. Et là on a tout à fait une autre vision. On n'est plus dans la chasse à la diversité, aux animaux, on est plutôt au contraire dans son acceptation et sa valorisation. D'ailleurs, c'est un artiste qui va passer, disons, de l'écologie esthétique à une action politique, puisque c'est un des artistes qui s'est battu, qui a fait une pétition adressée à l'empereur Napoléon III pour préserver une partie de la forêt de Fontainebleau au nom de l'art, qui a donné lieu aux premières réserves naturelles au monde sous le titre de réserve artistique. Aujourd'hui, dans la forêt de Fontainebleau, il y a une plaque qui rappelle cet épisode. On est en 1853, donc très tôt. Alors c'est très intéressant, parce que dans l'histoire de l'humanité, il arrive que les artistes aient joué un rôle considérable dans la prise de conscience, la façon de regarder, quelque chose que tous les autres n'avaient pas vu, y compris ceux qui dirigent, qui ont le pouvoir. Nous sommes devant une véritable icône de l'art impressionniste. En regardant ce tableau avec attention, on devine un sillage qui s'est dessiné entre les deux personnages au premier plan, en bas du talus, et les deux personnages en haut, à l'arrière-plan. Je trouve que la façon de
tracer un chemin par la logique d'une pente pour aller d'un point à l'autre, quelquefois avec des courbes, en faisant une marche à pied, et non pas en le décidant avec l'efficacité, la rapidité sur une route goudronnée, on est tout à fait dans un autre monde, on est dans un rapport biologique à l'espace. Mais ce que traduit cette image-là, elle est d'une époque où ces plantes adventices, celles qui poussaient dans les cultures, les coquelicots en font partie, les bleuets et d'autres, qui ont disparu aujourd'hui. Pas les coquelicots, ils sont un peu revenus, mais pas beaucoup. Toutes les autres, on ne les trouve plus, les bleuets, les niels, les nigelles, on ne les voit plus, quoi. Là, on était dans la valorisation d'une espèce et avec la reconnaissance de cette force, cette vitalité, une plante qu'on ne maîtrise pas du tout, qui a un cycle court, qui se reproduit que par la graine, et qui peut arriver dans des endroits où on ne s'attend pas. C'est un lieu à proximité d'Alger. Est-ce que, justement, ce paysage peut correspondre pour vous à la définition de la friche ? Peut-être pas tout à fait la définition de la friche. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'un écosystème émergent. Alors c'est un peu technique. C'est le mélange entre une flore qui était là depuis un certain temps et puis des plantes qui viennent d'arriver. Et effectivement, les agaves, toutes ces plantes de cette famille-là sont arrivées au 19e, dès la fin du 18e en Europe, avec des usages décoratifs, pas toujours. Le sisal, c'est une plante qui ressemble à ça, est arrivé parce qu'on avait besoin de quelque chose qui a une utilité aussi dans pas tout à fait l'industrie, mais disons la production des tissus. Et c'est comme ça pour énormément d'espèces. Donc là, on le voit installé, cet agave, dans un milieu qui l'accepte, et on dirait qu'il a toujours été là. C'est pour ça que ça marche très bien sans assistance humaine, et il se développe. C'est aujourd'hui, depuis toujours, ça l'a été, le brassage planétaire, mais on le voit à une échelle humaine parce que les hommes accélèrent ce brassage et accélèrent le voyage des plantes en les utilisant pour les transporter d'un continent à l'autre. Les tomates et les pommes de terre, ça vient pas de chez nous. Et donc c'est comme ça que voyagent les espèces, mais avant même que les humains n'interviennent, les plantes voyageaient par les graines, avec des animaux, avec le vent, avec les courants marins, et c'est depuis toujours. La noix de coco, qui est la plus grosse graine du monde, elle flotte quand elle est emportée par des tempêtes. Elle flotte, c'est extraordinaire parce qu'elle est lourde. L'artiste finlandais Akseli Gallen-Kallela a peint un grand pic noir dans un paysage de Finlande, d'hiver. Peut-être une petite occasion de dire un mot en finnois. Parce que Palokerki, c'est le pic noir. Littéralement, ça veut dire, je crois, à la crête de feu. On est devant un paysage qui présente d'abord du bois mort au premier plan. Et ce pic noir qui semble se nourrir de quelque chose, est-ce que vous sauriez nous dire quoi ? Ah oui, bien sûr, c'est très évident. Tous les pics verts, noirs et pics épaisses, etc., font ce travail très particulier de créer une sonorité, une vibration sur les troncs des arbres, les branches, pas toujours mortes, mais en tout cas mortes aussi, dans lesquelles il y a probablement des larves d'insectes qu'on dit xylophages, c'est-à-dire qui mangent le bois et qui vont donner un coléoptère plus tard, et qui sont là pendant beaucoup plus longtemps que la durée de la vie de l'insecte volant. Et le pic noir, celui qui est là au milieu, qui est une star, c'est un des plus beaux. On le voit très rarement, il est très difficile à observer, parce qu'il est toujours perché très haut. Il a cette crête rouge, il est tout noir, mais il a cette crête rouge quand même caractéristique, et un cri pleuré, très particulier, qu'on reconnaît parmi tous les chants des oiseaux. On sait qu'il existe quand on entend cette musique. C'est impossible de le rater. Chez nous, il est plutôt dans les hêtraies, et ce paysage qu'on voit là, que je trouve la composition ensemble très très belle, avec cet arbre en descente de cime et toute cette vallée et l'eau, on pourrait l'avoir, ce paysage chez nous, peut-être avec un peu plus de bâti, mais c'est un lieu harmonieux, équilibré entre l'ombre, la lumière et l'eau. Et vous avez parlé de descente de cime, est-ce que vous pouvez préciser ? Descente de cime, ça veut dire que la partie la plus haute de l'arbre, qui est alimentée le plus tardivement par les vaisseaux, quand il y a une période de sécheresse, c'est difficile
que la pression de la sève arrive jusqu'en haut et à ce moment-là, ça sèche. Et ça s'appelle une descente de cime, alors que l'arbre n'est pas mort, mais toute la partie haute l'est. C'est peut-être le cas de ces arbres-là, mais enfin, où ils sont morts complètement, mais peu importe. En tout cas, le pic, il est là, pas par hasard, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à manger. Ce grand tableau est assez significatif de l'évolution du regard sur le paysage au XIXe siècle, puisque l'artiste choisit un très grand format pour représenter une scène qui n'est pas une scène historique ou mythologique ou biblique, mais au contraire une scène de la vie quotidienne. Il y a un effet de réel un petit peu dans ce tableau, je trouve, avec tous ces moutons, le berger, mais aussi le chien, qui sont tous tournés vers la droite du tableau, vers un hors-champ qu'on ne voit pas, et qui justement donne un côté assez intriguant à la scène. Qu'est-ce qu'ils regardent ? On est vraiment dans le paysage rural des années passées. On ne le retrouve plus vraiment aujourd'hui de cette façon-là, mais il y a quand même une grande prairie pâturée et puis un bosquet qui n'est pas abîmé, un troupeau de moutons valorisé. C'est pas quelque chose que l'on faisait à l'époque sûrement, mais qu'on ne fait toujours pas même maintenant, bien que ça revienne de façon assez surprenante dans les gestions des espaces herbacés, prairies, un peu partout, ne serait-ce que pour éviter le bruit des moteurs, la fauche, la pollution. Les moutons tondent. Ah, bien sûr. Là, on voit une femme qui travaille à la main. Oui, ce sont des éléments qui reviennent. Parmi toutes les techniques qui existaient autrefois, et il y en a quelques-unes qu'on peut réutiliser aujourd'hui sans dégâts, il y a des cours, des professeurs de fauche à la main pour abandonner les moteurs qui détruisent. C'est bizarre, hein, on n'avait pas pensé à ça, mais finalement on a la même rentabilité. C'est l'époque de l'agriculture héroïque, bien sûr. Il fallait faire le tri après. Il n'y avait pas que le blé ou l'avoine, il y avait plein d'autres choses qu'il fallait éliminer. C'était beaucoup de travail. Les coquelicots, aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure à propos du tableau de Monet, ils reviennent au bord des routes, Oui. Ils reviennent dans les espaces non cultivés. Est-ce que le coquelicot, il incarne la résistance ? Oui, alors il incarne probablement quelque chose qui est plus lié à la théorie de l'évolution de Lamarck qu'à celle de Darwin, c'est-à-dire que dans le courant de la vie d'un être vivant, il peut y avoir des aléas et une alerte qui fait que l'être vivant en question change ou modifie son génome et il transmet ça à sa descendance. En ce moment, on est en train d'observer petit à petit des espèces qui ont pensé aller disparaître ne disparaissent pas parce qu'elles se sont mises dans une situation de résistance. On n'avait pas prévu par rapport aux questions du changement climatique. Donc le coquelicot est peut-être un des représentants des espèces qui ont résisté à des traumatismes terribles au niveau de la façon dont on s'occupe du sol, de l'abandon de la vie dans le sol, mais eux, ils arrivent à survivre. Ils ont probablement un patrimoine génétique différent. Et vous dites, à travers votre invention, la notion de tiers-paysage, qu'il est très important de laisser certains lieux qui ne sont pas propres du point de vue de l'organisation du territoire, des espaces où la vie peut justement être assez libre, se développer, être la plus diverse possible. Oui. Ça, la propreté, ça ne veut rien dire du tout. Hein. D'un point de vue biologique, non, c'est une vision culturelle qui arrive avec les jardins classiques, romantiques un peu au début, mais surtout classiques, et puis après avec les produits pour faire propre en question, qui tuent tout. Non, ça ne veut rien dire. On a intérêt à avoir des surfaces où on n'intervient pas, dans lesquelles poussent des plantes qu'on n'a pas semées, qu'on n'a pas plantées, viennent des insectes et d'autres animaux, pareil, avec toute liberté. Mais les uns et les autres fabriquent une sorte d'écosystème dans lequel il y a ce qu'on appelle les auxiliaires du jardinier, c'est-à-dire finalement c'est beaucoup d'insectes, mais pas seulement, des oiseaux aussi, qui viennent participer au bon état, à la bonne santé du jardin que l'on cultive. Camille Pissarro représente un jardin potager à Pontoise. Est-ce qu'on reconnaît Pontoise dans ce tableau ? Pas du tout. On reconnaît le jardin, le vrai jardin. Celui qui est créé historiquement par les humains, c'est le début de l'Anthropocène, c'est quand ils commencent à se sédentariser, c'est-à-dire vraiment il y a très très longtemps. Et normalement, à la campagne encore aujourd'hui, quand on parle de jardin, quand on utilise ce mot, ça désigne le potager.
le lieu dans lequel on a les plantes à manger, parfois aussi des fleurs bien sûr. Mais reconnaître Pontoise à travers l'architecture qui est à côté derrière, là il faut vraiment être au courant, hein. Non, je ne pense pas que ce soit l'objet de l'artiste de parler de la ville, mais de la combinaison qu'il y a entre les bâtiments et l'accès facile au terrain du jardin. Il y a également, dans les grandes villes aujourd'hui, on voit apparaître des jardins partagés. Dans les jardins partagés qu'on peut voir se développer de plus en plus dans les villes, il y a plus de monde et des gens qui ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'étaient pas venus dans ce lieu pour cette raison-là, mettre les mains dans la terre, apprendre, redécouvrir, apporter aux autres les recettes qu'ils ont dans leur culture à eux. Il y a un deuxième personnage, même un troisième, mais surtout à droite, un personnage qui semble presque se confondre dans ses couleurs avec la nature. On ne le voit pas au premier abord. Il est discret parce qu'il prend les couleurs du sol. Le peintre semble nous parler aussi d'osmose, ou en tout cas de la manière dont l'homme, quand il jardine, peut-être comprend mieux qu'il fait partie de cet univers. Alors ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, on peut l'étudier un peu plus scientifiquement, ou presque, mais ça a toujours été une pratique en dialogue, où les humains, mais aussi d'autres animaux, ne cessent de, je dis dialoguer parce que c'est le mot qui convient le plus simple, avoir des communications, prendre des décisions qui viennent d'une découverte à chaque fois, quelque chose de différent. Le jardin est un lieu dans lequel le jardinier sait qu'il va découvrir quelque chose qu'il n'avait pas vu la veille. Alors nous sommes devant un très grand tableau qui montre la ville de Paris avant en fait les aménagements haussmanniens. Alors c'est une image extrêmement troublante parce que aujourd'hui encore on peut avoir la même sensation. Si on prend un avion, on voit quelque chose qui n'est pas complètement étranger à ça. Pas dans le détail bien sûr, mais dans le sentiment d'être au-dessus d'une très grande ville avec une relation à un espace rural tout proche quelquefois qui vient se combiner avec du bâti. Sauf qu'à l'époque, c'était la couronne vivrière de Paris. Paris pouvait vivre de façon indépendante complètement avec les productions qui étaient tout autour. Les murs à pêche de Montreuil, c'est pas un rêve. Les jardins du roi à Versailles non plus. Et tout autour, c'était de la production. Mais vraiment de tout, de tout. Paris pouvait vivre. Il y avait même des fermes, hein. D'ailleurs aussi dans le tissu urbain dense de Paris. Et donc, on a perdu ça. Tout a été bâti dans tous ces espaces que l'on voit ici comme étant des jardins producteurs de l'horticulture. Et il y a, je crois, 3 jours d'autonomie, d'après ce qu'on nous raconte. C'est qu'au bout de 3 jours, il n'y a plus rien dans les supermarchés, il n'y a plus rien autour, il n'y a plus rien. On est vraiment dans un jardin qui se protège, en même temps l'enclos est ouvert. C'est la définition du mot jardin. Il y a une clôture. Elle n'est pas toujours fermée, c'est pas toujours utile. Mais cela dit, il y avait une justification à ce que ce mot de jardin soit en accord avec l'enclos pour protéger de la prédation. La prédation, c'est obligatoire pour le monde animal. Le monde végétal n'a pas besoin de fabriquer sa nourriture à partir du soleil. C'est pas la même chose. Et là, je trouve très, très heureux cet équilibre. On ramasse un fruit, on a les poules, on a de l'herbe, on est dans un jardin, véritablement. Découvrir le rôle de toutes ces espèces qui sont autour de nous, quelques-unes que nous connaissons mieux parce que nous en ramassons les fruits, les feuilles, on les mange ou pas, on fait du feu, on fait des usages, même encore aujourd'hui, d'autres qu'on ne connaît pas du tout. Et ce serait pas mal finalement, en s'appuyant sur toutes ces images qu'on a vues, dire tiens, on va faire une promenade, on va aller quelque part à côté, dans un espace qu'on appelle la nature, même si c'est un mot qui mettrait à distance l'homme des autres espèces vivantes. Et on dirait, tiens, on peut manger cette plante-là. Ah, celle-là, elle s'appelle comme ça. Bref, de rentrer dans une pédagogie qui nous fait comprendre. Et je trouve que les artistes, dès le début et avec ces tableaux-là, nous mettent dans cette situation d'immersion et c'est très intéressant.